Alors Nicolas, tu es un passionné de pédagogie. Tu connais par cœur le système éducatif. Hein. On sait que tu as créé l'école 42, qui est une école gratuite ouverte à tous les talents. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'école 42 c'est un peu un ovni dans le système éducatif français qui forme des bataillons de futurs développeurs qui rejoignent des startups à succès. Alors j'ai une première question pour toi, Nicolas. Le numérique permet d'intégrer tout le monde, même les jeunes d'IA scolaires. Comment tu peux expliquer cela? Est-ce que les qualités exigées dans le monde numérique sont différentes de celles qui sont exigées dans le système scolaire traditionnel? D'abord, je vais juste rectifier un truc avant. Je ne suis pas du tout un passionné de pédagogie. Donc, je suis quelqu'un qui a été obligé de faire de la pédagogie parce que mon histoire fait que je me suis retrouvé à faire une première société qui est une société d'informatique en sécurité informatique, intrinsèque, qui existe toujours, et on ne trouvait personne. Le problème était simple, il n'y avait absolument personne sur le marché qui était capable de résoudre les problèmes qu'on avait, donc on s'est mis à les former. Donc moi j'ai un background, je suis docteur de physique, j'ai un background de scientifique, et je n'ai pas du tout de pédagogie, j'ai été obligé de me mettre à la pédagogie parce que tout simplement, le système académique de l'époque ne produisait pas les talents dont on avait besoin. Alors après, donc je reviens à ta question, est-ce qu'aujourd'hui le jeu de compétences dont on cherche pour faire un développeur, et d'ailleurs d'une façon plus générale, parce que le mot développeur, beaucoup de gens imaginent qu'un développeur c'est quelqu'un qui code, qui fabrique du logiciel. Ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'un codeur, aujourd'hui, ce qu'on attend d'un informaticien, c'est quelqu'un qui soit capable de co-inventer avec vous vos futurs produits. Et le langage, la transformation, c'est un outil. C'est comme si vous parlez, c'est la même chose qu'un peintre et un peintre en bâtiment. Donc oui, un peintre doit savoir utiliser la peinture, mais il doit savoir créer. Ce que vous attendez de lui, c'est qu'il vous amène des émotions. Ce que vous attendez d'un développeur, c'est qu'il vous amène de l'innovation. Hein, donc c'est ça qu'on cherche. Il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, amener quelqu'un à programmer, c'est très simple. N'importe quel enfant de 8 ans, vous l'amenez à programmer très vite. Amener quelqu'un qui va vous inventer les changements dont vous avez besoin et les nouveaux produits, c'est une autre histoire. Donc c'est ça l'enjeu. Donc oui, effectivement, le système éducatif aujourd'hui ne cherche pas à fabriquer des artistes. Il n'est pas fait pour ça. Il a été fait pour fabriquer des soldats, des curés, hein, il a été créé comme ça, des ouvriers. Il le fait très bien, il est très performant. Notre système français a fabriqué des élites extrêmement performantes, mais dans un paradigme qui n'est pas du tout celui de fabriquer des artistes. Un informaticien aujourd'hui, c'est un artiste du numérique. C'est quelqu'un qui doit être capable de vous amener de la nouveauté, de la sensation de changer les choses, etc. Donc effectivement, ces deux jeux de compétences sont pas opposés, mais sont fortement disjoints. Donc ce qui explique effectivement qu'aujourd'hui, des gens qui sont sortis de notre système, pour X ou Y raison, dans ces sens-là, il y a des gens qui ont du talent. Il y en a même un petit peu plus que dans les gens qui y sont restés. Si on regarde les statistiques, on en a un peu plus, parce que dans les gens qui sont sortis, il y en a qui sont sortis parce qu'ils ne supportaient pas la pression qu'a posé le système en termes de normalisation, etc. Donc, il y a des gens qui sont sortis, et puis il y a des gens qui sont sortis pour d'autres raisons, qui sont des raisons sociales, etc. Donc effectivement, on a une forte décroissance, et des connexions. Et si vous voulez, si vous prenez par exemple à 42, on a 40% des gens qui vont être admis à 42 qui n'ont pas le bac. Et ils réussissent tout aussi bien, voire un peu mieux que les autres. Ça ne veut pas dire non plus que dans les gens qui vont être très diplômés, etc., ils n'ont pas le talent. Ça veut dire qu'ils ont géré la situation. Pour beaucoup des gens qu'on va accepter à 42, ce sont des gens qui vont avoir, par exemple, réussi avec un doctorat, etc., mais qui ne vont pas forcément avoir adhéré aux valeurs, qui vont avoir survécu à ce système, tout en développant par ailleurs leurs compétences créatives, etc. Donc ce sont effectivement deux mondes que je dirais très fortement disjoints. Et comment justement on peut former ces profils plus ascolaires? Est-ce que vous avez développé une méthodologie au sein de l'école ou pas particulièrement? Ah bah si, j'espère qu'on a développé une méthodologie, puisqu'on y arrive je pense qu'on y arrive plutôt bien, puisque la plupart des jeunes... Donc moi, cette histoire, si vous voulez, elle a commencé longtemps avant 42, puisque ça fait depuis à peu près 25 ans qu'on démarre, que je fais ça, et qui s'est raffinée. Et elle repose sur des choses qu'ont exactement décrit Jacques-Antoine juste avant. La première chose qui est vraiment importante, c'est cette notion de responsabilité. C'est-à-dire que la personne prenne la responsabilité de ce qu'il fait, et qu'elle ne le reporte pas sur le système. C'est-à-dire que le problème de l'étudiant, souvent, dans notre système, c'est qu'il va reporter sur le système le fait de réussir ou pas. C'est parce que les profs sont bons qu'il va être bon, il va choisir l'école où il y a les meilleurs profs. Tout notre système éducatif aujourd'hui et tous les systèmes universitaires mettent en avant leur groupe de profs comme si, finalement, la créativité de ça, c'était contagieux. C'est que c'est ces profs-là qui vont vous transmettre la chose. Donc la première chose, c'est de réinverser ce truc-là. C'est toi qui es responsable. C'est pour ça qu'à 42, on a enlevé les profs. Quand il n'y a plus de profs, l'étudiant, il est tout seul. Donc il est bien obligé de s'occuper de lui. Il est obligé de dire, c'est moi. Okay, donc ça, c'est vraiment ce renversement. La deuxième chose,
c'est ce qu'on appelle le développement social, c'est-à-dire que le fait de se confronter aux autres. Moi, je considère qu'aujourd'hui, à 42, et comme à Epitech avant et à Epitech avant, qu'est-ce qui développe l'étudiant? C'est l'altérité. C'est le rapport qu'il a aux autres. Plus les gens autour de lui sont différents de lui, plus il va être obligé de se confronter à ce changement, et donc de trouver une structure méta entre les deux qui leur permette de s'élever tous les deux. Donc il faut fabriquer un environnement riche, un peu comme c'est la même situation dans une entreprise. Si vous mettez un environnement riche de confiance dans lequel vous transférez la chose, bah forcément les gens vont s'organiser puisqu'ils adhèrent aux valeurs, c'est-à-dire qu'ils ont envie à la fin d'être créatifs, ils ont envie d'amener quelque chose, vous leur amenez un environnement riche avec des gens qui sont différents, forcément ils vont se confronter et petit à petit ils vont se développer les uns les autres et trouver leur spécificité parce que, encore une fois, l'idée, ça c'est une deuxième idée importante, c'est qu'on ne fabrique pas des machines. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas tous pareilles. Aujourd'hui, notre système d'éducation marche par les systèmes de référentiel de compétences. Normalement, si vous prenez, si je caricature un peu violemment, mais une école, c'est une usine qui est censée fournir un produit qui a un certain nombre de compétences en entrée et en sortie. C'est-à-dire que vous les faites tous pareil. C'est ce qu'on attend de vous. On attend de vous que vous fabriquiez un cahier des charges, qui est le référentiel de compétences, et donc vous ayez tous les mêmes. Sauf qu'en réalité, pour résoudre des problèmes, plus vous avez des gens pareils, moins ça marche. Okay, donc il faut que dans votre structure de groupe d'étudiants, les gens se différencient pour chacun développer sa propre passion et la mettre au service des objectifs collectifs. Donc vous devez fabriquer des gens qui sont passionnés et collaboratifs. Quand vous mettez des gens normalisés, ça marche exactement le contraire. Vous les mettez en compétition au lieu de les mettre en synergie. Donc vous devez réinverser le problème et faire accepter que dans un groupe, eh ben, il y a des valeurs multiples, okay, en termes de valorisation. Okay, ça veut dire que ce qui est important, c'est le projet, la théologie du projet, mais pas les compétences de chacun. Savoir si lui, c'est mieux programmer tel truc que tel autre, ça n'a strictement aucune importance par rapport à un objectif. Et ça, faut le faire, on leur fait prendre conscience à travers des objectifs de réalité, et chacun derrière va se positionner. C'est-à-dire, moi, je suis à l'aise avec tel type de personne, pour tel type d'environnement, et du coup, vous reportez plutôt que de mettre l'étudiant là où vous voulez qu'il soit, c'est lui qui va se positionner là où il apporte de la valeur. Et naturellement, tous les êtres humains ont envie de contribuer. C'est cette espèce de légende, c'est un autre truc. À 42, il n'y a pas de présence obligatoire, on ne fait pas d'appel, etc. La première réflexion des profs, c'est qu'ils ne vont pas venir. Mais c'est faux, ils viennent 75 heures par semaine en moyenne. C'est-à-dire qu'on a tous envie de participer à quelque chose de beau, c'est normal. On est des êtres humains, on est comme ça, on aime ce qui est beau, on est sociaux, donc on aime travailler avec les autres. Donc si vous mettez un environnement qui vous permet de le faire, les gens le font. Pourquoi les gens aujourd'hui ont du mal à l'école et pourquoi on est obligé de les forcer? C'est parce qu'on a rompu, on a séparé la collaboration des gens en les mettant en compétition l'un à côté de l'autre. Du coup, ça devient agressif au lieu d'être plaisant. Donc dès lors que vous renversez, que vous remettez du plaisir, tout se passe bien. Et c'est un truc très naturel. Les étudiants, dès qu'ils comprennent qu'ils contribuent à quelque chose et que les autres leur reconnaissent cette valeur, bah, c'est quelque chose qui crée énormément de plaisir. Du coup, ça crée de la motivation. Du coup, ça crée de plus en plus de plaisir. C'est une boucle qui fait que du coup, vous avez... Et à tel point que le problème inverse, c'est que du coup, vous pouvez être dans une situation où ça devient trop addictif. Okay, et vous avez un moment où il faut réguler ça à travers du sport, etc., ce genre d'activité. N'empêche qu'aujourd'hui, on a rompu cette chose-là parce qu'on a essayé de fabriquer des gens en les amenant vers des métiers à la fin où ils ne faisaient pas les choses qu'ils aiment. Parce qu'on en avait besoin. En plus, objectivement, ce n'est pas nécessairement négatif. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société où ce qu'on va chercher, ce sont des gens qui vont être passionnés de ce qu'ils font, parce que les métiers, entre guillemets, ou les tâches, je dirais, qui ne requièrent pas de passion, vont être prises en main par des machines, des ordinateurs, des robots, enfin tout ce qu'on veut. Et ça, on voit bien que c'est en train d'arriver, que ça arrive de plus en plus vite, et que c'est de plus en plus rapide. C'est-à-dire que tout ce qui va être logistique va disparaître au service de la nature humaine. Alors, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, en disant les métiers vont disparaître, mais c'est quand même globalement une chance. Ça veut dire qu'on a des êtres humains qui vont faire des choses qui sont plus proches de leur nature d'être humain créatif. C'est-à-dire que les gens qui vont faire des tâches répétitives, qui sont quand même par nature aliénantes, pensez un peu à Charlot, les choses comme ça, vous voyez, c'est quand même agressif. On n'est pas fait pour faire des tâches répétitives toute la journée. Donc l'histoire globale, elle est plutôt positive. C'est-à-dire que l'humanité est en train de se libérer vers des choses plus créatives, dans lesquelles on a plus de valeur ajoutée. Et après, le seul problème, c'est que la plupart des êtres humains sont tout à fait faits pour ça, c'est un problème de confiance en soi. Donc la seule chose qu'on a besoin de fabriquer, c'est créer de la confiance en soi et dans les autres. Okay, et donc tout le système éducatif qu'on a mis en place, il repose là-dessus. Après, objectivement, à 42, il n'y a pas une seule fois un cours de programmation. On a 30% des étudiants à la fin qui deviennent entrepreneurs. Beaucoup de gens imaginent qu'on apprend aux gens à coder, mais on ne leur apprend pas à coder. Il n'y a aucun endroit où on leur apprend à coder. On leur apprend à être eux. On leur apprend à prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Et à la fin, on a des ateliers de peinture, on a des ateliers de sculpture. Enfin, c'est pas important ce qu'on fait. L'important, c'est de s'investir dans quelque chose de complexe avec des gens dans un environnement où on collabore. Après qu'on fasse n'importe quoi, ça revient strictement au même. Le jour où ils ont besoin d'apprendre à programmer, ils l'apprennent.
parce qu'aujourd'hui, il y a tous les outils pour. La donnée, une première chose que je dis, pour vous donner un indice, une première chose qu'on dit aux étudiants quand ils arrivent, on leur dit apprendre, mémoriser les choses. Okay, on leur dit ça sert à rien, c'est dangereux et ça rend idiot. Okay, et c'est ce qu'on pense. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont indépendants de la connaissance et qui sont capables, quand ils en ont besoin, de mobiliser les ressources. Qu'elles soient d'ailleurs de nature de compétences ou de nature d'individu. Des fois, ça veut dire aller trouver la bonne personne qui peut vous aider dans votre projet. Des fois, ça veut dire aller chercher sur Internet la bonne compétence. Des fois, ça veut dire la créer quand il y en a besoin, etc. Mais à un moment donné, ce qui est important, c'est d'être capable d'être théologique, c'est-à-dire de se diriger non pas à faire ce qu'on attend de vous, mais faire ce que vous voulez contribuer. Voilà un petit peu le mode de fonctionnement de 42 et de la logique pédagogique qu'on a mis en place d'une façon générale. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets? Alors, donc moi je viens de quitter 42, donc je viens de démissionner, parce que tout simplement j'ai un très bon ami, quelqu'un que je connais bien, qui a dirigé, qui est dans le marketing, qui m'a dit il faut partir quand tout va bien. Donc 42 ça marche super bien, okay, et je ne pense pas que je puisse y contribuer à que ça marche encore mieux, donc ça marche bien. Et il y a d'autres personnes qui pourront gérer la chose. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de développer cette pédagogie qu'on a mis en place pour la rendre accessible à un encore plus grand nombre. Aujourd'hui, quand on a démarré 42, c'était un objectif de démarrer déjà de la rendre accessible. Par contre, on l'a fait à une échelle qui est l'échelle française, où on forme assez peu de gens. Donc mon objectif, c'est d'aller plus vers les pays émergents et de former... Enfin, ce que je me suis donné comme objectif, c'est dans 5 ans, je veux être en train de former 100 000 personnes par an. Okay, alors qu'on fait globalement 1000-1500 par an. Donc ça demande de repenser complètement le modèle actuellement à 2 niveaux. Le premier, c'est du point de vue infrastructure. Les infrastructures qu'on a développées n'étaient pas dessinées pour ça et elles ont un certain nombre de problèmes. On a eu des problèmes entre, je dirais, des problèmes de riches, c'est-à-dire qu'on a choisi des technologies, des façons de faire qui utilisaient des ressources trop importantes pour des pays en développement. Là, je reviens de Côte d'Ivoire. On ne peut pas installer un 42 en Côte d'Ivoire pour des raisons économiques. La deuxième chose, c'est qu'on doit trouver un modèle qui est économiquement soutenable pour que ça puisse fonctionner sans avoir forcément du mécénat dans des zones où il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de mécénat. Tout le mécénat dans ces zones-là vient de l'extérieur et il est relativement peu stable pour plein de raisons. Donc on est en train de travailler sur à la fois le côté modèle économique et le côté logiciel. Donc on est en train de redévelopper une plateforme qui est beaucoup plus lean et beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à déployer, beaucoup plus facile à contrôler. On travaille aussi sur... Alors, il y a un point où dans tout ce que j'ai entendu, il y a un point où j'ai une difficulté, c'est qu'on n'a pas réussi à le rendre online. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le process d'apprentissage qu'on a, le contact physique avec des tiers est indispensable. On a beaucoup travaillé sur ce sujet dernièrement, notamment avec des gens d'HEC, pour essayer de se débarrasser de ce problème d'accès physique. On n'a pas pour l'instant réussi, on a quelques voies de piste. En fin de compte, il semblerait que quand vous travaillez avec quelqu'un, il y a des micro-signaux qui reviennent dans les yeux des gens, qui disent qu'ils vous approuvent, etc. Quand on est à distance, ces micro-signaux, à cause du décalage de la latence, fait qu'on les perd. Donc on est en train de travailler sur un logiciel qui va les simuler. C'est-à-dire quand vous allez parler avec quelqu'un, on va rajouter des micro-signaux avant que la personne les émette. Okay, on n'est pas sûr que ça va marcher, donc on est en train de tester ce genre de choses, qui permettra peut-être de passer en distanciel. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas faire. On ne sait même pas faire en petits groupes. C'est-à-dire que, par exemple, on donne un étudiant, quand il travaille dans le modèle qu'on fait, en réalité, on fait ce qu'on appelle la piscine, c'est une phase très importante du changement. En réalité, on met un groupe de 300-400 étudiants, mais un étudiant, réellement, si on regarde ce qu'il fait, il va avoir une interaction avec 20-30 personnes. Si on isole ces 20-30 personnes, ça ne marche plus. Ça veut dire qu'on a aussi besoin du renfort collectif, d'avoir l'impression de participer à quelque chose de collectif. C'est-à-dire qu'il y a un seuil à partir duquel on adhère à quelque chose qui est plus grand que soi, alors que quand on est 4-5 dans un coin, on ne le sent pas. C'est très psychologique. Hein. Et parce que ce qu'on attend de la personne, c'est finalement aujourd'hui, c'est pas d'apprendre des trucs, c'est de changer. C'est changer sa confiance en soi, c'est changer son paradigme de fonctionnement. Donc on a ces problématiques qu'il va falloir soit essayer de resimuler dans un environnement virtuel. Je ne sais pas si vous avez fait, il y a eu des essais qui ont été faits sur des choses comme Second Life, World of Warcraft, etc. Mais on voit bien que la latence pose un vrai problème dans l'évolution individuelle. Donc on est aussi en train de travailler sur des modèles de plus grande distribution avec des rassemblements ponctuels à différents endroits. Parce qu'on est en train de travailler à l'échelle de certains pays où ils veulent transformer 200-300 000 personnes. Donc on a des problèmes physiquement, il faut trouver un lieu pour rassembler 200 000 personnes, c'est quand même assez compliqué. Donc il faut qu'on arrive à le répartir dans l'espace et aussi certainement dans le temps. Donc on est en train de travailler. Aujourd'hui, notre plateforme de 42 ne permet pas ça de façon simple. Donc là, on est en train de développer sur une plateforme qui a beaucoup plus d'agilité en termes de géolocalisation des gens et d'interaction de réseaux complexes avec, en fonction des gens, de compétences
pour pouvoir se réunir dans un café, dans un lycée qui nous aurait prêté une salle, dans une mairie, enfin, voilà, avec un réseau, on est en train de discuter avec des gares, des choses comme ça qui permettent de trouver des espaces où on va avoir 30, 50 personnes qui se réunissent, et puis de temps en temps, ça sera un gymnase où on aura 400, parce qu'on a aussi besoin de ça, et on est en train de mesurer précisément les endroits où on a besoin de ça. Voilà. Donc je suis en train de travailler sur ces projets-là, qui est donc une refonte complète à la fois des outils et de la méthode pédagogique. Et deuxièmement, on est en train de travailler sur des modèles soutenables dans lesquels finalement le jeune qui s'implique dans ce process va financer le système dans le futur. C'est-à-dire, en fin de compte, l'idée, c'est d'avoir un système dans lequel on ne prend plus quelqu'un qui devient étudiant puis salarié, mais on crée un associé. On lui dit, voilà, tu rentres dans le truc, je crois en toi, je te connais, j'ai fait des tests, je pense que tu as du talent, j'investis, je vais te former pendant 3 ans, et à partir de là, tu participes à ma société, tu deviens un associé, et après, tu contribues à la formation des suivants. Okay, et on partage les bénéfices de façon que tu gagnes aussi. Okay, et on met en place un système qui aujourd'hui, je trouve, manque beaucoup, c'est un système d'agents. C'est-à-dire que ces jeunes qui sont des talents, qui sont des artistes, ils ont besoin d'agents, parce qu'autrement, ils se placent mal, ils se gèrent mal. Okay, parce qu'on a besoin de gens qui sont des médiateurs. Donc on va créer cet agent intermédiaire qui va être un sous-ensemble de cette catégorie. Ce sont des gens qui vont aussi rentrer dans la structure, vont aussi savoir programmer, mais vont se positionner non pas simplement comme des développeurs, comme des artistes, mais aussi comme des agents d'artistes qui vont être l'interface entre les projets, qui peuvent être des projets amenés aux structures, ou des projets de cette fois-ci mettre l'étudiant dans les structures, dans une forme de régie ou de portage salarial, des choses comme ça, avec une forme finalement de travail, qui est une forme de travail distribuée, dans laquelle on a un collectif qui adresse un ensemble de projets qui vont arriver d'entreprises X ou Y. Voilà, ça c'est le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs du coaching, etc., et d'acteurs économiques qui sont intéressés par ce genre de modèle. Merci beaucoup Nicolas. Nous allons suivre cela de très près.